Bonsoir à tous. Je suis Alain Chartier, directeur général du Repos Saint-François d'Assise. Alors, en mon nom personnel, au nom de toute l'équipe du Repos et bien sûr de l'équipe d'Infodeuil, ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir ce soir en présentiel ou sinon, pour tous ceux qui nous regardent et qui assistent à notre rencontre à la maison. Alors, merci d'être là avec nous. Sans plus tarder, je vais vous présenter la personne qui va diriger les discussions de ce soir, celle avec qui j'ai le grand bonheur de partager une grande amitié, mais en même temps d'avoir cofondé Infodeuil et tous ces soirées-là. Donc, Joanne de Montigny, la présenter, c'est presque c'est de la redite, mais quand même, pour ceux qui ne la connaîtraient peut-être pas, Joanne, psychologue, et qui est aussi auteure, conférencière, et surtout une précieuse collaboratrice avec nous au Repos, Saint-François d'Assise et Infodeuil. Alors, Joanne va nous présenter notre invité de ce soir et, bien sûr, par la suite, collaborer avec cet invité-là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et vous vous souvenez que vous pouvez aussi revoir les soirées rencontres qui sont déposées quelques jours après ce soir sur notre site infodeuil.ca. Alors, Joanne, à vous. Invité à venir me rejoindre parce que je vais vous la présenter avec joie. Qu'elle nous fait cette joie de venir témoigner de son expérience. Bienvenue, Audrey. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et j'aimerais juste lire la petite note biographique afin qu'on s'installe dans votre parcours professionnel, mais aussi de proche aidante, parce que il y a eu tout ça dans le parcours. Alors, Audrey, elle est infirmière depuis 21 ans et œuvre dans le domaine des soins palliatifs depuis 2019. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années aux soins intensifs, une orientation s'est amorcée en vue de privilégier le côté humaniste des soins infirmiers, tout en effectuant un micro-programme de soins palliatifs. On connaît bien ça, nous deux, là, les soins palliatifs, c'est quelque chose qui nous appelle, hein? Et de fin de vie à l'Université de Sherbrooke, c'est là que vous avez suivi le programme. Audrey rejoint la maison de soins palliatifs de la Rivière du Nord, Palliavie. Oui, la Rivière du Nord, c'est Saint-Jérôme? Oui, situé à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, hein? Puis elle s'investit au CLSC des Pays d'en haut, hein? Elle a également été proche aidante de son mari Simon, atteint de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, oui, de mai 2021 à octobre 2023. Alors, merci d'être ici ce soir avec nous. Et à 8 heures, vers les 20 heures, donc, j'allais m'asseoir là, puis je vais revenir pour rejoindre Audrey. Vous aurez peut-être des commentaires, des questions, et on sera toutes les deux ensemble pour vous écouter à la suite de cette conférence qui est aussi un témoignage. J'en ai pris connaissance et vous savez, c'est grand. C'est grand ce que Audrey a à nous apporter. Alors, merci d'être ici. Merci à M. Chartier, à toute l'équipe de nous accueillir. Merci aux gens aussi à la maison d'être branchés avec nous. Je viens bientôt, vous rejoindre, Audrey. Ça va? Je peux vous le quitter? Oui, merci. Oui. OK. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir pour écouter mon histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de mon mari.
Merci de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir partager l'histoire. Donc, j'ai écrit mon témoignage parce que je voulais pas partir dans tous les sens puis oublier des parties parce que je pense qu'elles sont toutes importantes. Donc, voilà. Je l'ai intitulé « Rester debout, la puissance du courage ». Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon mari, Simon Wilson, décédé le 13 octobre 2023, des suites d'un combat inéquitable contre la SLA de type bulbaire. Mon mari a été un exemple de force, de courage et de résilience dès l'annonce de la maladie et jusqu'à son dernier souffle. Pour moi, cette épreuve que vit notre famille a difficilement trouvé son sens. Mais ce soir, à travers mon témoignage en son hommage, un sens se dessine, celui de partager son histoire pour inspirer et aider des personnes qui vivent aussi ces moments difficiles. Plusieurs thématiques seront abordées ce soir, dont l'annonce de la maladie, la vie en accéléré, les deuils quotidiens, l'accompagnement des enfants, l'aide médicale à mourir et la traversée du deuil, ainsi que le soutien des organismes communautaires. Le 16 mai 2021, le diagnostic est tombé. Les vagues symptômes depuis 6 mois ont donc un nom, la SLA ou la maladie de Lou Gehrig. Le choc, l'impensable. La condamnation d'un homme simple et bon vivant, un papa de 2 enfants, de 8 ans et 10 ans, et un mari heureux. Dès ce moment, après avoir absorbé la nouvelle, mon mari a décidé de ne pas se laisser abattre ni de tomber dans la colère et le négatif. Il voulait être un exemple de force devant la maladie pour ses enfants et sa famille. Au lieu de se poser la question « Pourquoi moi ?», il s'est plutôt demandé « Mais pourquoi pas moi ?» Cette façon de voir la maladie a inspiré notre nouveau style de vie. Entre espoir d'un nouveau traitement pour guérir la maladie et résilience, il décide de profiter à plein de quelques années devant lui en souhaitant vivre le plus longtemps possible. Le plus important pour lui est que la maladie prenne le moins de place dans notre vie. Il me parle déjà des limites qu'il s'est fixées comme étant raisonnables pour lui et désire demander l'aide médicale à mourir le temps venu. Je ne peux qu'être en accord avec lui et je décide de respecter peu importe ses décisions. Je lui fais la promesse d'être à ses côtés et de prendre soin de lui jusqu'à la fin de sa vie. À cette époque, la Société de la SLA nous contacte et nous offre du soutien. Ils offrent différents groupes de soutien et plein d'outils de ressources. Si nous en avons besoin, c'était rassurant de savoir qu'ils étaient là pour nous. Vivre en accéléré. Nous décidons ensemble dès le début d'impliquer les enfants dans tout le processus et de les tenir informés de l'évolution. Étant moi-même infirmière en soins palliatifs, je sais que c'est la meilleure façon d'agir pour les aider à cheminer dans cette nouvelle réalité. Nous vivrons cela en famille. La priorité est maintenant de vivre en accéléré plusieurs projets prévus pour plus tard, dans le temps qui nous sera imparti. Le temps presse et Simon décide de diminuer ses heures au travail. Question de passer plus de temps en famille. Nous allons donc explorer avec les enfants le Costa Rica en septembre 2021 et la Thaïlande en septembre 2022, en sac à dos. Un voyage en Jamaïque avec nos amis de toujours est réalisé en juin 2022. La première année, l'état de Simon se détériore peu et l'espoir est là. Mais dès le retour de la Thaïlande, Simon se fait installer une gastrostomie car il ne peut presque plus s'alimenter, il s'étouffe trop. Il a de plus en plus de difficultés à s'exprimer et doit utiliser une tablette pour communiquer. Déjà, il a dû faire plusieurs deuils, dont celui de jouer de la guitare et du piano, de conduire, de tenir un marteau, de jardiner, d'écrire, de parler et de manger. Mais jamais il ne s'apitoie sur son sort. Il avance avec force et courage en repoussant le plus longtemps possible les inévitables pertes. Il garde le contrôle sur ce qu'il peut en s'impliquant beaucoup avec les enfants
en planifiant le budget suite à son prochain départ, rencontre un notaire et planifie ses arrangements funéraires. Il met aussi de l'avant un projet d'écrire des lettres à moi et les enfants lorsqu'il ne sera plus là. La maladie s'invite de plus en plus dans le quotidien. Simon commence à avoir de la difficulté à marcher et il perd de plus en plus de poids. Malgré sa participation à un programme de recherche, un jour, il m'annonce qu'il sait que pour lui, il est trop tard. Mais il souhaite toujours ardemment que plus personne n'ait à vivre cette maladie épouvantable. Son espoir est désormais dans le bonheur qu'il trouve dans le quotidien et tous les projets qu'il veut mettre de l'avant pour notre famille. Il décide d'arrêter de travailler en février 2023, car oui, il travaille toujours. Son employeur ayant accepté de diminuer ses journées et lui accordant la permission de travailler de la maison. De mon côté, épuisée par la charge de ce quotidien, de mes rôles de maman, d'épouse, d'infirmière et de proche aidante, je prends un congé de maladie en avril 2023 pour focaliser sur mon mari et ma famille et économiser ma santé plutôt fragile. En juin 2023, un autre voyage est prévu en France et en Espagne avec ses parents et sa sœur, car il se déplace maintenant en fauteuil roulant pour les distances plus longues, se fatiguant rapidement. Il est aussi de plus en plus dépendant du BiPAP, une machine qui l'aide à mieux respirer. Pour lui, pas question de se faire installer une trachéotomie et de vivre sur un respirateur. De toute façon, cela ne fera que le prolonger, la souffrance qu'il endure. Nous devons parler aux enfants, mais c'est difficile de savoir quoi leur dire. Nous communiquons alors avec Deuil Jeunesse et discutons avec une intervenante qui nous aide à formuler l'important pour eux. Ce sera un des moments les plus difficiles de ma vie. Devoir annoncer à nos 2 enfants que l'inévitable est proche et que papa nous quittera bientôt. Un dur moment chargé d'émotivité, mais face à lequel ils ne se laisseront pas abattre. Ils aident énormément leur papa au quotidien, avec tous les équipements dont ils ont appris le fonctionnement. Ils ont une belle relation remplie d'amour et d'affection, et leur relation n'en est que renforcée. Eux aussi, ce sont des combattants. Pendant l'été 2023, on se promène au Québec au gré des envies de Simon et on reçoit des amis proches. Il ira même au spectacle de Metallica au Stade olympique à Montréal à 2 reprises en août avec son meilleur ami Olivier. Tout un projet pour son état, mais son bonheur de vivre ces moments l'ont énergisé pendant des jours. Mais son état se dégrade de plus en plus et à la fin de l'été, il doit se résoudre à accepter d'utiliser la morphine pour aider sa respiration, car sa capacité pulmonaire est de plus en plus réduite. Il m'annonce vouloir mettre de l'avant sa demande d'aide médicale à mourir, car il ne pense pas se rendre à l'hiver. Il commence à trouver le quotidien de plus en plus difficile. Il tolère mal le gavage et perd de plus en plus de poids. Il utilise maintenant pour s'exprimer un appareil pour écrire avec ses yeux. Il a besoin de moi pour l'habiller et nécessite de l'aide d'une préposée du CLSC pour se raser. Mais il prend toujours sa douche seul. Il s'entête toujours à descendre dormir au sous-sol, même si cela lui prend plus d'1 heure à s'en remettre. C'est important pour lui d'être le plus autonome possible, mais surtout de continuer à marcher et de se tenir debout. L'aide médicale. Le médecin de Simon, du CLSC, vient le rencontrer avec son équipe de soins palliatifs pour signer la demande d'aide médicale à mourir et répondre à ses questions. Simon avait déjà parlé à plusieurs reprises avec eux de son désir d'y recourir. Pour ma part, dans le cadre de mon travail, j'ai déjà assisté à quelques reprises au processus d'aide médicale à mourir, mais planifier celle de son conjoint, c'est autre chose. La demande signée, il nous faut l'annoncer aux enfants. Un autre moment extrêmement difficile. Comment on annonce à 2 enfants de 10 et 12 ans que leur père a choisi de partir dignement avant que la maladie n'ait raison de son corps?
Un autre appel à Deuil Jeunesse pour s'outiller et une autre annonce chargée émotivement. Ils réagissent bien, somme toute, avec leur incroyable force. Nous avons trouvé un cahier d'activités expliquant l'aide médicale aux enfants. À ce moment, nous faisons aussi appel à un organisme de la région, Paliaco. Ils attribuent aux enfants 2 magnifiques bénévoles qui les accompagneront dans ce cheminement. Nous leur laissons le choix d'être présents ou non lors de l'aide médicale à mourir et surtout le droit de changer d'idée à tout moment. Ils choisissent d'être là avec lui. Ma fille dit même « Mais pourquoi je serais ailleurs? » C'est tout dire du lien qui les unit. Quelle résilience ont les enfants de retourner à leur quotidien en sachant tout cela. Je les admire secrètement, car pour moi, rien n'est facile. La charge mentale, les enfants, le quotidien normal et les soins rendus constants à Simon épuisent le peu d'énergie qu'il me reste. Simon s'éveille la nuit, en détresse respiratoire, et me tient en éveil plusieurs heures pour l'aider. Heureusement, nous avons un réseau de feu autour de nous. Une chance, car sans eux, je n'y arriverais tout simplement pas. C'est à cette époque que Paliaco s'implique beaucoup dans nos vies, auprès de ma famille. Moi et Simon recevons des massages à domicile. Les enfants et moi recevons du soutien psychologique. Le CLSC aussi est extrêmement impliqué avec nous, et ce depuis novembre 2022. Infirmières, médecins, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, inhalothérapeutes, nutritionnistes et physiothérapeutes nous soutiennent dans notre quotidien. Nous recevons aussi du soutien de la Société de la SLA. Grâce à un programme de soutien financier, les enfants continuent de faire leurs activités sportives malgré tout. Ça y est. Simon décide que le vendredi 13 octobre 2023 sera la journée de l'aide médicale à mourir. Il choisit cette journée pour les enfants, car ils pourront prendre la fin de semaine ensuite pour se reposer et aller à l'école le lundi s'ils le désirent. Toutes ces décisions ont été prises dans l'objectif d'impacter le moins possible notre famille et nos enfants. Et il sent la fin arriver, son corps qui s'épuise, mais il reste debout envers et contre tout. La dernière semaine, il veut nous gâter le plus qu'il peut, mais une sortie à cette époque est un immense projet et qui implique toute une organisation avec toutes les machines et les équipements nécessaires à son quotidien et sa survie. Il amène les enfants au karting et au restaurant. Il m'amène même à l'hôtel en surprise. Mais son état respiratoire se dégrade encore plus. Il doit maintenant prendre de la morphine, des antibiotiques et de la cortisone régulièrement. Les derniers jours, l'automne est bien installé et il fait très beau. Dehors, c'est lumineux. Simon sort tous les jours s'asseoir sur le balcon. Profiter de notre petit paradis dans la nature. Il émet le vœu de se promener dans la nature pour voir les couleurs de l'automne avec sa famille, ses parents et ses sœurs. Plusieurs petites sorties sont organisées au gré de son énergie, de son état et de ses envies. Puis, le jour choisi arrive. Il est temps car son état ne fait que se détériorer. Mais nous avons bien profité à notre façon des petits moments que la vie nous a offerts. Simon a émis ses vœux pour cette journée qu'il veut malgré tout joyeuse. Nous accueillons ses parents, ses 2 sœurs et notre beau-frère, ainsi que notre couple d'amis proches et bien sûr les enfants. Un gros feu extérieur est prévu avec un repas, de la musique et bien sûr des chansons à la guitare. Simon est en forme et souriant comme je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il est heureux et il en profite. Les enfants lui ont fait de magnifiques scrapbookings qu'ils lui présentent et je lui ai écrit un texte pour revivre notre vie de couple et de famille et le remercier pour ces 19 belles années ensemble. Puis, le moment arrive. L'équipe du CLSC arrive à l'heure convenue, bienveillante et accueillante. L'infirmière, la travailleuse sociale et le médecin sont là pour exaucer le vœu de Simon d'en finir le
le plus dignement possible. Je tremble, je suis extrêmement nerveuse et je sais que la fin est là. La fin de cette souffrance qu'il garde en dedans de lui depuis le début. Simon se lève et les accueille chaleureusement. Il désire marcher jusqu'à la maison. Nous respectons son rythme. L'infirmière installe son cathéter. Nous restons seuls quelques instants. Un long regard chargé d'amour et de toute cette vie remplie de bonheur. Une confiance extrême en moi l'habite. Il sait que je serai à la hauteur, même si moi j'ai des doutes. Tout a été dit entre nous depuis longtemps. Nous n'avons plus besoin de parler. Le silence est plus fort que n'importe quelle parole. C'est le moment. Simon se lève à nouveau et se dirige vers le balcon. C'est l'endroit qu'il a choisi pour partir. Un endroit où il s'est assis tellement de fois à contempler la nature, notre chez-nous. Nous l'entourons, ceux qu'il a choisis. Moi et les enfants lui tenons les mains. Il jette un regard à chacun de nous tous, puis signifie son accord au médecin, qui lui demande si c'est toujours son choix. Quel courage à 43 ans d'être serein avec cette déchirante décision. Mais il se savait condamné. Il nous quitte doucement et paisiblement. Les enfants pleurent doucement et moi, je m'effondre. Tout mon monde s'effondre à ce moment. Cette douleur à la poitrine, incommensurable et déchirante. Je ne respire plus, je panique. Mon corps comprend enfin ce qui se passe. Ma tête réalise qu'il est vraiment parti, que c'est la fin. Mon grand garçon me prend alors la main et me dit de respirer avec lui. Ouf, le courage de ce magnifique garçon. Je respire mieux, mais une immense peine me déchire l'intérieur. Je prends conscience de la finalité. Je savais depuis l'annonce de cette maudite maladie que ce jour fatidique se pointerait le nez. Mais jamais je n'aurais pu me préparer à cela. Je m'étais interdit de penser à l'après. Ça faisait trop mal. J'étais prête à le laisser partir. Je le voyais qu'il souffrait en silence. J'étais aussi épuisée physiquement et émotivement, mais je l'aurais tellement gardé plus longtemps avec moi. Nous le veillons jusqu'à ce que la compagnie funéraire vienne le récupérer. C'est long. On allume un feu et on boit un verre en racontant des anecdotes de sa vie, de ce qu'il aurait voulu. Les enfants retrouvent leurs amis chez les voisins. Plus tard, Juliette revient et s'assoit près de son papa. Elle le trouve froid, mais elle reste tout près de lui un peu, puis retourne avec son cousin. Quand ils viennent récupérer Simon, Samuel accourt pour assister à son départ. Comme ils m'impressionnent, mes enfants. Pour ma part, je ne peux pas voir cela. Je sais trop ce que c'est, malheureusement. Je m'effondre à nouveau. Ce soir-là, la maison est tellement vide. Mais je dois dire que ce fut malgré tout une belle journée, comme Simon le voulait, à son image. Le deuil et la vie qui continue. À mon réveil le lendemain, je m'effondre à nouveau. La réalité me rattrape. Je réalise que ce n'est pas un rêve, que c'est vraiment fini. Je n'arrive pas à me lever, j'en suis incapable. Je pleure. J'arrive à m'asseoir au bord du lit. Au bout d'une heure, ma fille arrive et me dit que je dois me lever. Elle a raison et je lui obéis. Sans mes enfants, je ne crois pas que j'aurais réussi à me relever aussi facilement. Ils me ramènent à l'essentiel et au quotidien, qui inlassablement continue.
Mes parents viennent me soutenir pendant une bonne semaine, le temps que je me relève et que je prépare les funérailles. Simon avait déjà tout planifié et choisi l'endroit, mais il y a beaucoup de détails à régler. Ma belle famille s'implique, beaucoup également. Une chance que j'ai toutes ces merveilleuses personnes dans ma vie, car ma tête n'arrive pas à penser. C'est au-dessus de mes forces. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. J'agis comme un automate. Je me lève et aide les enfants à se préparer pour l'école. Puis, je tente de faire au moins une tâche par jour. Tout m'épuise. Je dois faire une sieste chaque jour. Puis les enfants reviennent le soir. Souvent, je n'ai même pas pensé au souper. Je n'ai plus la force de cuisiner. J'achète souvent des repas tout prêts où je choisis la facilité. Je ne dors pas bien. Je me réveille la nuit et je n'arrive plus à me rendormir. Je dois prendre des somnifères car je suis tellement fatiguée. Je n'ai vraiment pas l'énergie pour sortir. Mais je me force à aller dîner avec des copines. Je participe à un groupe de soutien sur le deuil, offert par Paliaco. J'y trouve beaucoup de réconfort et de l'écoute. Ça me fait sortir et je comprends que je ne suis pas seule à vivre ces épreuves. Mais cela me prend beaucoup d'énergie. Lorsque je vais faire les courses, je marche lentement. Je regarde les gens et je les trouve pressés. Je ne sais pas s'ils se rendent compte que la vie est fragile. Je ne sais pas s'ils savent la chance qu'ils ont d'être en vie. Je me demande s'ils voient que je ne vais pas bien. Pas bien. Je suis tellement décalée. Comme si j'erre dans un monde différent de ces gens. Je me demande si je vais toujours être comme cela. Je me sens vide. Plus grand-chose n'a de sens, mis à part mes enfants, dont je suis tellement fière. Eux, ils vont bien et ont de beaux succès à l'école. Le premier Noël est très difficile pour moi. Je pleure beaucoup seule le soir. Je dors énormément et je n'ai pas le cœur à la fête. Je me force pour les enfants pour que ce soit un beau moment. 3 mois après le décès de Simon, j'ai l'impression d'avoir repris un peu le dessus sur mon épuisement en tant que proche aidante. Mais je me rends compte que je n'en suis qu'au début. J'aimerais avancer et aller de l'avant, mais mon corps ne peut pas. J'aurais besoin que Simon soit là pour m'aider et j'aimerais tant pouvoir l'appeler pour lui demander son avis sur 1001 trucs. Je lui écris dans un journal. Cela me rapproche de lui, même s'il ne peut me répondre. 5 mois après le décès de Simon, c'est comme si j'émergeais de cet état de décalage avec les gens. Ma tête sort de l'eau, mais c'est fragile. Un jour, j'ai un peu d'énergie. Cela me fait tout drôle de ressentir des émotions positives, de sentir mon corps s'allumer. J'entrevois un rétablissement. Mais le lendemain et les jours suivants, retour à la case départ. Ça ne va plus. La belle énergie n'est plus là. Partie, vidée. Je suis atterrée et je ne comprends plus ce qui se passe. C'est comme cela pendant plusieurs semaines. L'équilibre est fragile. Je veux aller mieux et comprendre ce qui se passe en moi. Je décide de consulter un spécialiste pour m'aider à avancer, car je devrais bien reprendre ma vie un jour ou l'autre. La première intervenante que je vois n'est pas vraiment aidante et ça ne clique pas. Je prends contact avec une autre intervenante qui m'a été recommandée par une dame du groupe de deuil. C'est une travailleuse sociale spécialisée dans le deuil et dès le début, elle m'aide à cheminer. Elle normalise ce que je vis en m'expliquant ce qui se passe. J'arrive à mettre des mots sur mon état. J'arrive à mieux voir mon chemin. Mon énergie est de mieux en mieux et j'apprends à accepter et ralentir les journées où ça ne va pas. Ce changement d'attitude fait toute une différence dans mon cheminement. Je ne résiste plus contre l'inévitable deuil. 8 mois après le décès de Simon, je décide de retourner au travail, mais de façon très progressive. Je suis en arrêt de travail depuis environ 14 mois.
Ça me fait du bien, mais c'est toute une leçon d'humilité. Je voulais reprendre mon poste régulier, mais je vois bien que mon énergie est rapidement à plat. Je dois poursuivre des demi-journées pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas ce que je voulais, mais comme me l'a appris ma thérapeute, j'accepte ce fait. Je ne dois pas le voir comme un échec, juste comme une remise en route d'un corps un peu trop usé. Je prends conscience que ma vie ne sera plus jamais comme avant. Je suis maintenant une mère monoparentale, avec 2 adolescents à élever. Mes priorités et mes buts ne sont plus les mêmes. Une remise en question se dessine à l'horizon. Je prends alors une décision importante pour la suite de ma route. 11 mois après le décès de Simon, je prends un congé sans solde de mon travail et je retourne à l'université faire mon baccalauréat en sciences infirmières. Tout un défi pour moi qui n'ai pas mis les pieds sur les bancs d'école depuis 21 ans. Je dois compter sur beaucoup de bonnes personnes pour arriver à conjuguer toutes mes obligations familiales. J'élargis mon réseau de feu autour de moi et je dois demander de l'aide. Pour moi, c'est très difficile de demander et c'est mon principal défi. Mais c'est pour une bonne cause et les gens me comprennent et me soutiennent. Cela permet aux enfants la possibilité de poursuivre leurs activités sportives et artistiques. Ils vivent de belles réussites et je suis tellement fière d'eux. Les enfants vont relativement bien, mais mon grand fait parfois de l'insomnie lors des périodes charnières. Je demande à nouveau l'aide de Deuil Jeunesse et la TES de l'école s'implique. La situation s'améliore. Effectivement, le temps fait son œuvre et la perte devient de moins en moins douloureuse. Mais le deuil s'invite à toute occasion. Maintenant, j'ai appris à accueillir ces moments et je les respecte et je vais mieux. Je reprends le contrôle de ma vie. Il y a encore beaucoup de défis à venir, je le sais. Mais avec mon équipe de feu, je sais que tout est possible. Pour ma part, je puise dans l'amour et le courage que m'a donné Simon. Je me nourris de l'héritage qu'il a laissé dans nos vies et surtout de la belle leçon de vie qu'il nous a tous apprises. Celle de profiter de la vie, de rester debout et d'affronter les épreuves avec courage et résilience. Je t'aime, Simon. Merci. Et que le mot merci est petit quand c'est si grand. Quel beau témoignage complet. Une histoire touchante, aidante, inspirante. On aime Simon à travers vous. On aime vos enfants et on vous aime de venir nous raconter votre parcours si bien résumé. Vous êtes allés à l'essentiel pour nous offrir le plus profond de ce que vous avez vécu. Il y a des perles dans ce que vous nous donnez. Et on a envie d'aller saisir des mots très importants. D'abord, la communication entre vous. Ça a été quelque chose, je crois, de très, très aidant. La maturité de vos enfants, c'est très impressionnant. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas nés chez le voisin. Vous avez des enfants qu'on sent... Ils sont forts. Ils sont forts et puis ils sont aimants et ils apprécient leurs parents. Et c'est extraordinaire, ils ne fuient pas. Mais encore une fois, vous leur dites les choses comme elles sont. Et c'est comme si on comprend
que de parler à travers tout ça va toujours nous aider. Et vous leur parlez. Ce qui est très, très impressionnant aussi, c'est à quel point vous savez que les ressources extérieures peuvent venir vers vous pour vous donner du soutien. Comme vous disiez, c'est difficile de demander de l'aide, mais lorsque vous avez vu ce qu'on peut vous offrir, c'est extraordinaire de dire oui, et puis ça donne un sacré coup de main. Hein? Tout à fait. Oui. Oui, une chance qu'on a eu les organismes qui pallient pour beaucoup de services au public qui sont trop longs, qui sont inexistants, Oui. La maladie de Simon évoluait tellement vite que on n'avait pas le temps de faire de demandes, Oui. d'aller... Il fallait toujours s'organiser nous-mêmes. Oui. Avant qu'il soit malade, vous saviez que c'était un homme courageux? Oui. Bien, ça a toujours été un homme très, très simple, on a toujours vécu les petits moments importants du quotidien, regarder un coucher de soleil, se promener dans la nature. D'ailleurs, on habite à la campagne. Oui, tout à fait. Est-ce que ça aide, ça, dans le deuil, la nature? Oui, vraiment beaucoup. Oui. C'est juste de regarder par la fenêtre. Puis, c'est comme ça qu'il est parti aussi dans la nature, en regardant. Exactement. Il se sentait soutenu par son environnement. C'est très proche d'abord, et puis l'environnement extérieur qui le berçait avant de s'en aller. Alors, si j'ai bien compris pour vous, puis vous savez, là, je lui parle un petit peu parce que je trouve ça, je suis quand même très émue de tout ce que vous nous avez raconté. Et tantôt, on va avoir des échanges avec les personnes qui se sont déplacées pour venir nous voir et avec les autres à la maison qui voudront aussi peut-être vous poser des questions. Mais c'est quand même de constater à quel point la détermination et la joie, j'ose appeler, la joie de vivre chez Simon a prédominé puis cohabité en même temps qu'il vivait tellement aussi de pertes majeures. Tout à fait. Quand il a reçu le diagnostic, la colère, je pense que ça a duré même pas 24 heures. Tout de suite, il a accepté. Puis, tu sais, quand je dis, il disait, mais pourquoi pas moi? Oui. Pourquoi moi, mais pourquoi pas moi? Oui. Tu sais? Oui. Il disait, ça pourrait être un enfant aussi, mais... Oui. Et dans cette dernière journée, il y avait, comme vous l'aviez vu, vous nous dites, je crois, assez bien, même assez heureux de Oui, parce qu'il était comme, avec la maladie, il était plus capable de sourire, c'était difficile pour lui, il avait comme tous les muscles qui étaient affaissés. Oui. Mais cette journée-là, j'ai pris une photo, puis sur la photo, il sourit. C'est comme si toute son énergie qui lui restait, le peu de petite énergie qui lui restait, il l'avait toute mis dans le bonheur de cette journée-là, puis il voulait que ce soit heureux, il voulait que ce soit un beau moment, puis... il a réussi, hein? Oui, c'est un beau cadeau qu'il nous a offert. Mais il est mort dans une grande générosité, hein? Oui. Il y a des auteurs qui disent « Ne quittez pas ce monde sans laisser quelque chose avant de partir. » Mon Dieu, qu'il a laissé beaucoup. Tout à fait. Il a laissé tellement que vous venez, vous aussi, reprendre cette parole et nous faire le cadeau de son cadeau d'amour et de capacité de mourir dans une certaine sérénité. Pour les enfants, de voir un papa partir dans cet état de calme, si je comprends bien, il était calme, et de voir une maman qui est très triste et que c'est difficile pour elle, ils sont devant la réalité de la vie. Et comme ça, ils voient que c'est possible aussi d'être triste et de rester avec eux, et c'est possible de partir avec un certain sourire. C'est quand même quelque chose que vous avez réussi en famille, hein? Oui. Puis tu sais, Simon, comme je disais, il avait 43 ans quand il est décédé, mais pour lui, il avait
il avait fait ce qu'il avait à faire dans sa vie. Mhm. Il avait l'impression que dans le temps qui a été imparti, pour lui, Il avait accompli. oui, il avait accompli ce qu'il voulait accomplir. Mhm. C'est sûr que son vœu, ça aurait été d'être là pour voir les enfants grandir, les voir Mhm. recevoir leur diplôme Oui. à l'école. Oui. Mais Quelque part, vous lui écrivez tout ce qui se passe. oui, Encore. Donc, on va dire que on aime imaginer qu'il est au courant. Hein? je le souhaite. On le souhaite. Et il n'y a pas de mal à souhaiter ça. Hein? Ça fait du bien. Ah oui. Alors, c'est quand même... Aujourd'hui, les enfants, vous trouvez aussi qu'ils continuent de cheminer? Oui, même ça m'impressionne toujours. On dirait que j'attends toujours le moment où ça va pas aller, mais Non. ça va bien. Mhm. Mais ce qu'on me dit avec les enfants, c'est que ça peut venir à n'importe quel moment. Oui, et ça se peut qu'il il faut aille être bien aussi longtemps. à l'affût, oui. Oui, il faut être à l'affût, comme vous dites. Puis en même temps, vous l'avez tellement vécu de façon, je dirais, sereine, hein, parce qu'on peut avoir de la peine, s'effondrer, avoir des réactions qui sont fortes, mais en même temps, ils savent bien que maman est sereine. Et vous avez dit quelque chose tantôt, que Simon avait confiance en vous. Et ça, il avait raison, premièrement. S'il nous entend, là, vous aviez raison. Et c'est ça que les enfants ont senti aussi, qu'ils pouvaient avoir confiance en vous. Leur papa n'étant plus là, il compte sur vous pour parler de lui. Et vous êtes capable de rappeler les souvenirs. Et eux aussi, j'imagine qu'ils aiment se rappeler avec vous. On parle de Simon à peu près tous les jours. Il est dans nos conversations. Oui. On se rappelle des moments, on regarde des photos. Oui. Il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à lui. Puis on le fait vivre à travers tout ce qu'on vit au quotidien. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de soigner en retournant au travail? Est-ce que vous retrouvez comme vous étiez un petit peu plus sensible ou capable de reprendre le boulot de façon... Mais quand je suis retournée travailler au début, j'ai pas voulu faire de soins palliatifs. Je trouvais ça trop difficile de soigner cette clientèle-là. Donc, je me suis respectée là-dedans. Oui. Puis là, depuis peu, je suis retournée, je fais de l'accompagnement. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Donc, je pense qu'à travers cette épreuve-là, je pense que je suis capable de me projeter dans le rôle de proche aidante. Quand vous rencontrez une famille, vous savez par quoi ils traversent. Exactement. Le deuil aussi. Donc, j'avais les connaissances, mais maintenant que je l'ai vécu, je peux vraiment dire c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Oui, ça rajoute à tout ce que vous saviez. Tout à fait. Oui, oui. On va déjà aller dans notre bel auditoire pour voir, parce que il y a peut-être des personnes ici qui aimeraient faire un commentaire, poser une question. Profitons-en, parce que vous aussi, vous vivez des choses, vous en avez traversé, et peut-être que vous aimeriez poser une question ou faire un commentaire à Audrey. Elle est là pour ça, n'est-ce pas, Audrey? Ça fait aussi du bien de vous entendre ce que les gens voudraient vous dire. Oui, tout à fait. Allons-y, si vous voulez poser une question, faire un commentaire. On a un micro pour pouvoir mieux vous entendre. Prenez le temps. Oui, il y a quelqu'un ici. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si j'ai bien compris, tu es retournée au travail maintenant, mais tu es inscrite aussi au bac en même temps? Ou tu as fini le bac, là? J'étais retournée au travail l'été dernier, puis en septembre, j'ai commencé mon bac à temps plein en 1 an et demi. Donc oui, en ce moment, je fais mon bac à temps plein. J'avais décidé de pas travailler du tout, mais là, j'ai décidé finalement de retourner faire un peu d'accompagnement parce que j'allais mieux, parce que je me sentais prête. Ce que j'aurais pas pu faire il y a quelques semaines. Mon histoire s'arrête là, mais
ça continue encore. Je considère que mon deuil est encore là, mais je pense que j'ai fait un gros pas dans les dernières semaines, puis je suis prête à amorcer ma deuxième vie, si je peux dire. Ouais. Merci beaucoup. En attendant que d'autres personnes lèvent la main, est-ce que on réfléchit beaucoup tout le monde sur l'aide médicale à mourir? Et puis, quand Simon a émis ce souhait bien légitime, vous y pensiez qu'il allait demander ça? Est-ce que vous étiez étonné? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Et avez-vous été agréablement surprise de la façon dont ça s'est passé? Parce que parfois, on entend des gens qui vivent l'aide médicale à mourir, des familles ou quelques membres, et ils auraient aimé être mieux entourés. Et lorsque je vous écoutais, vous disiez qu'il y avait quand même le médecin, une travailleuse sociale, au moins 3 ou 4, l'infirmière, 3 personnes Exactement. de soins. Oui, Ça, du CLSC. Du CLSC. Ça, on doit se sentir assez épaulé, plutôt que quand c'est seulement le médecin qui vient avec peut-être une personne, et pas toujours, peut-être. Moi, en fait, je connais ce qui se fait dans mon secteur, mais je Oui. sais que c'est pas uniforme au Québec. Mhm. Mais Simon, dès l'annonce de la maladie, m'a dit, il savait qu'il voulait l'aide médicale à mourir, puis qu'il allait la demander en temps et lieu, ce qu'il a fait. Oui. À un moment donné, il s'est senti prêt, mais il en avait souvent discuté avec son médecin au CLSC, qui venait à domicile. Puis son médecin lui avait expliqué comment ça se passait déjà. Fait que quand Simon a émis le souhait de faire la demande officielle, le médecin est venu à la maison, a fait l'évaluation, puis oui. Puis le processus s'est enclenché. C'est lui qui avait le choix de sa date, du lieu. Puis la travailleuse sociale du CLSC qui était déjà dans notre dossier puis qui faisait du soutien psychologique à Simon, qui l'aidait beaucoup à cheminer dans son parcours, a rencontré tous les gens autour de nous qui participeraient à l'aide médicale à mourir. Les enfants. Vous a bien préparé. Oui, l'infirmière aussi s'est impliquée, mais surtout la travailleuse sociale. Ça a aidé beaucoup. Oui, ça a pu répondre à des questions des gens de la famille qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec la façon de faire. Puis je pense que tout le monde est arrivé cette journée-là, puis était prêt, savait qu'est-ce qui se passerait. Comme je disais, c'est sûr que les émotions, tout qu'est-ce qu'on vit, ça, on peut pas le prévoir, mais mais somme toute, ça a été une expérience super positive. Encore puis, là, la communication. Oui. Tout à fait. Mais c'est une des valeurs de notre couple que notre couple était basé sur cette communication-là, d'être capable de se parler, puis d'être ouvert et franc. Oui, exactement. Puis on a toujours inclus les enfants avec nous. On a mis beaucoup d'énergie avec eux, profité beaucoup quand ils étaient jeunes, parce qu'on s'est dit ça repassera pas plus tard. Oui. Puis finalement, on était très contents de l'avoir fait. Mais oui, vous viviez à fond, beaucoup. Déjà, oui. Oui. Mais simplement, mais à fond. Ouais. Oui, ben c'est ça, c'est beau. Et l'autre question que j'aimerais vous poser, puis-je vous demander où repose maintenant Simon? Oui. Lui, il voulait être incinéré. Oui. Mais l'endroit où il allait être, ça lui importait peu. Au début, il pensait se faire enterrer son urne en dessous d'un arbre au sentier à Prévost, qui est un bel endroit dans la nature. Puis finalement, sa mère a acheté un terrain à Saint-Sauveur. Oui. Donc, il est enterré à Saint-Sauveur, mais c'est un super bel endroit. Un petit cimetière? Moyen, grand, je dirais. Moyen. Oui. Puis, mais c'est plein de nature, avec c'est un bel endroit où je me rends avec les enfants. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Vous y allez à quelques occasions. À quelques occasions. À son anniversaire, on est allé prendre un verre avec lui.
Oui, les enfants lui parlent. Oui, les enfants lui parlent. Ma Oui. fille a laissé un bracelet. Mhm. On a chanté des chansons à la guitare. Oui, Ouais. oui. Et il était talentueux, il jouait, il chantait. Oui, Simon, il jouait du piano, il jouait de la guitare. Il a été dans les Petits Chanteurs du Mont-Royal Ah bon? pendant toute sa jeunesse. Oui. Donc, Il y avait une vie remplie. C'est pour ça que vous Oui. dites que même si c'était un peu tôt, il y avait le sentiment oui, d'accomplissement. il avait parce que beaucoup voyagé aussi. aussi. Oui, Donc, pour lui, je oui, pense il avait que fait il avait le fait ce qu'il avait. maximum. Oui, c'est ça. Il Oui. dit, je pourrais continuer encore plus, mais ce Mhm. que je voulais faire, je l'ai fait. Ah oui. Et vous, Ouais. vous jouez un instrument? Non. Non. Et vous chantez? Non, mais Non? ma Non. fille, par contre, joue du piano. Ah Elle a oui. les talents de son père. On va Donc, prolonger. oui, tout à fait. Oui. Exact. Ah Ça, oui. je suis bien fière Oui, je comprends. qu'elle Oui. reprenne le flambeau. Bien sûr. Oui. Oui. On y va. Est-ce que ça fonctionne? Tu m'entends Oui. bien? Je suis extrêmement émue de ton témoignage. Je trouve, en tout cas, c'est pas une question que j'ai. Je peux pas passer outre de te témoigner à quel point je suis. Je te trouve extraordinaire. Je sais ce que c'est d'élever des adolescents seuls. Je sais ce que c'est que d'aller à l'université. Mais je sais pas ce que c'est, ce que tu as vécu. Et je t'admire énormément et je me dis que les gens que tu accompagnes maintenant, ils ont la chance d'avoir une personne absolument extraordinaire. On sent que oui, Simon, il t'a aimé, mais tu as tellement donné et on sent tellement que tu es une personne, une grande âme, que ces gens-là que tu accompagnes maintenant, ils ne peuvent qu'être chanceux, extrêmement chanceux de t'avoir. Donc, je te souhaite bonne chance pour l'avenir, mais j'ai aucun doute parce que je vois à quel point tu es rempli de... Merci, ça me touche vraiment. C'est gentil. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'à la maison, on a... Oui? En fait, on a un commentaire. C'est pas une question, mais c'est Nini qui dit que tu es une force incroyable et merci pour tout ce que tu as fait et continue de faire pour Simon. Elle dit t'admirer tellement. C'est une cousine à Simon. Ah oui! Merci, cousine, vous avez bien fait. Oui! Il y a aussi un autre commentaire qui vient de rentrer. Alors, M qui dit « J'ai perdu mon seul frère, mon frère cadet le 7 février en Équateur. Le témoignage d'Audrey, m'a beaucoup touché. Mon frère a aussi perdu la capacité de manger et il était atteint d'un cancer extrêmement agressif. » Donc, cette personne-là aussi dit que tu lui fais du bien dans ton témoignage. Bien, merci. C'était vraiment l'objectif en venant partager ce soir, de donner un sens à tout ce qu'on a vécu, puis partager sa belle histoire, puis si ça peut aider les gens à mieux vivre cette perte, la perte qu'ils vivent, ça me fait plaisir. Alors, il y en a un autre qui rentre à l'instant. C'est Louise M. qui dit « Quel beau témoignage, Audrey. Vous êtes une femme très inspirante et avec une force incroyable. Je suis très touchée. Vous saurez accompagner les familles de façon très humaine et avec beaucoup de compassion en tant qu'infirmière bachelière. Je vous souhaite bonne chance pour la poursuite de vos projets. » Merci beaucoup. Et c'est pas une cousine? Et il y a votre amie Mélanie Gagnon qui dit que tu es merveilleuse, mon amie, je t'aime. Mais c'est beau. Donc, c'est un beau support à la maison aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça, hein? Oui, mais c'est comme ça, honnêtement. J'ai tellement été bien entourée, j'ai vraiment été chanceuse. Puis pour avoir accompagné des gens dans leur fin de vie, je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. En fait, c'est même, je dirais, on a été très chanceux. Ma belle famille, ma famille, nos amis, son meilleur ami est encore là à nous aider. Les voisins, Oui. Mais
quand on est à côté de vous, savez-vous quoi? On a envie de vous aider. Parce que c'est ça que vous dégagez aussi, une ouverture à ça, puis un partage. Alors, c'est comme un peu fluide, hein, ce que vous apportez, les gens ont envie de vous donner aussi. Alors, c'est vrai que c'est pas tout le monde parce qu'il y a de la solitude et puis il y a des gens qui sont moins bien entourés, vous avez raison. Alors, ça fait partie d'une chance. Mais il y a toute cette belle attitude aussi d'ouverture et puis d'accueillir ce qu'on vous offre, hein. Et puis, à votre tour, vous avez envie de redonner, hein. C'est là où on s'aperçoit que ça circule. Oui. Vraiment, c'est le sens que je peux donner à tout ça, là. C'est de redonner. Ben, Oui. Vous n'avez pas assisté de nouveau à une aide médicale à mourir dans votre pratique depuis, oui? depuis, non. Non. Non, pas depuis. Oui. C'est quelque chose que vous avez trouvé difficile ou vous allez reprendre ça comme les autres soins que vous avez par le passé? Je pense que éventuellement, oui. Ça va oui, revenir peut-être que... ça me fait plaisir. C'est tellement, je trouve, une chance que ben pas une chance, mais on est chanceux d'avoir cette opportunité-là de rentrer dans l'intimité des gens puis de les accompagner. C'est à l'image de la personne qui décède, c'est elle qui choisit, un peu comme Simon. C'est que c'est très intime, puis moi je trouve qu'on est juste choyé de pouvoir participer à ça. Quelque chose d'aussi grand, d'aussi unique, même si ça se passe, comme on disait tantôt, chez d'autres, avec d'autres, c'est unique à chaque fois. Tout à fait, puis les gens, ils sont tellement sereins, résilients, ça dégage quelque chose. Ça, vous avez observé maintenant à quel point les gens tout à fait. ont une force de traverser ce qui leur arrive. Oui, mais en fait, c'est vraiment cette force-là qui m'a amenée vers les soins palliatifs. J'ai vu ça chez une cliente en soins intensifs, puis ça a amorcé tout un processus de cheminement, de changement, Oui. Ouais. Puis je regrette pas du tout. Non, non, certain. Oui. Alors, merci pour le témoignage. Je me joins à tout le monde pour vous retourner les compliments par rapport à ce témoignage-là. Je me demandais, ma question peut avoir l'air un peu pas brusque, mais c'est vraiment dans la bienveillance. Est-ce que au moment où on sait qu'il va y avoir une date, est-ce que tous les événements deviennent un peu c'est la dernière fois que, et dans l'urgence un peu de vivre ce moment-là, c'est la dernière nuit qu'on passe ensemble, c'est le dernier déjeuner. Mais c'est vrai que le fait de... Tu sais, je savais qu'il voulait l'aide médicale à mourir, mais à partir du moment où il a décidé la date, c'était comme... c'était réel. Puis effectivement... c'est chaque fois, tu le penses, tu sais, que c'est la dernière fois, puis effectivement, la dernière nuit, tu te lèves le matin, puis tu le sais que c'est le dernier matin que tu te lèves, c'est particulier. Tu as envie que ce soit beau, mais tu ressens plein d'émotions, mais oui, ça te trotte toujours dans la tête de dire c'est les derniers, puis tu sais, même le Noël, tu sais, on savait, Simon, qu'il en restait pas tant, mais tu te questionnes toujours, c'est-tu le dernier Noël, c'est-tu le dernier anniversaire? Cette question, c'est toujours là, ouais. Ça fait qu'on vit un peu plus à fond, on profite vraiment de l'instant présent. Et est-ce qu'il y a quelque chose, une parole, un geste que vous avez pensé par la suite et que vous avez dit « Oh mon Dieu », j'aurais dû, ou j'aurais aimé faire ça, ou dire ça, ou je sais pas, là, parce qu'on va tous peut-être vivre une situation d'urgence comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'à un moment donné, vous avez dit « Ah, Caroline, même si je savais que la fin s'en venait, j'aurais donc aimé, mais j'y ai pensé après. » Non, en fait, j'ai aucun regret. Tout ce qu'on a vécu, je le revivrais exactement pareil. Je dis pas que ça a toujours été que du bon. Il y a eu des moments extrêmement difficiles, des moments de découragement,
des moments où il a fallu que je demande de l'aide, mais je referais tout pareil. Puis, tu sais, quand on a passé beaucoup de temps, moi puis Simon, ensemble, puis on s'est tout dit qu'est-ce qu'on avait à se dire. Fait que quand est arrivée la dernière journée, je dirais même les 2 dernières semaines, c'était beaucoup juste dans le regard, d'être assis côte à côte, de juste profiter. C'était vraiment Dans la douceur, oui, complicité. complicité, exactement. Il y avait plus rien à dire. Le tour du jardin avait été fait. On en profitait. Exactement. Oui, puis il a fait tellement beau dans ces 2 dernières semaines-là. On s'est promené beaucoup, on est allé dehors. Simon, il voulait être dans la nature, voir les couleurs de l'automne. Ça a été un automne exceptionnel, puis tellement qu'il remettait en question la date qu'il avait choisie, parce qu'il voulait tellement vivre jusqu'à la dernière minute, mais en même temps, il voulait pas non plus arriver au bout où il était au bout de ses capacités que lui s'était fixé. Donc, il a vécu cette ambivalence-là, mais finalement, je dois dire que quand la journée est arrivée, on était déjà 4 jours plus tard qu'il vivait sur ses réserves. Là. Un 13 octobre. Un vendredi 13. Un vendredi 13. Et vous avez fait des journées spéciales le 13 après? Non? Non, pas tellement. Ça a été des journées, un 13 octobre, comme... Ben, un an après, on s'est recueillis. Il y a eu une célébration à l'église. Après ça, on est allé se recueillir sur sa pierre tombale. Puis on est allé chez nous. Ensuite, on a fait un peu le même genre qu'on avait fait un gros repas en famille. Mes parents étaient là, on avait des amis, puis juste se souvenir de Simon, puis d'être dans la nature, puis de se rappeler ouais, à quel point on a été chanceux de le connaître, de l'avoir avec nous. Ouais. Oui. Est-ce que... oui, allez-y. Je voyais pas la main. Merci. Bonjour. Je me demande comment Simon il a senti qu'il y a quelque chose qui se passait, là, je me sens pas bien, puis est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il y avait comme des faiblesses, il perdait l'équilibre? C'est comme par rapport au diagnostic? Avant le diagnostic, ouais. Oui, en fait, il y a 2 types de SLA. Il y a une SLA qui est plus spinale, qu'on appelle, c'est vraiment les gens vont finir par perdre l'équilibre, plus de difficultés au niveau de la marche. Puis Simon, il y avait le type bulbaire qui est moins fréquent, fait que c'est vraiment, il va perdre la capacité de manger avant de parler. Donc, mais Simon, les premiers symptômes qu'il avait, c'est quand il parlait comme s'il avait pris un verre. Fait que ça nous a alarmés un peu. Puis il s'est mis à s'étouffer en mangeant. À 40 ans, c'est pas très commun de s'étouffer à tous les repas. Puis ça faisait 6 mois qu'il avait perdu beaucoup de force dans sa main droite. Il y avait beaucoup de crampes. Puis finalement, c'est un peu comme je vous dis, à partir du moment où il s'étouffait, l'élocution, qu'on est allé consulter notre médecin de famille. Mais jamais on n'aurait pensé que ça aurait été ça du tout, là. Mais notre médecin de famille a été vraiment génial. Puis tout de suite, elle a su reconnaître ça puis nous diriger au bon endroit parce que souvent, les personnes sont mal dirigées parce que c'est des symptômes qui peuvent ressembler à beaucoup d'autres choses. Donc, il a pu commencer les médicaments pour ralentir la maladie, mais malheureusement, c'est pas très efficace. Merci beaucoup pour le témoignage. Merci. Vraiment, vous avez beaucoup de courage. Ça fait plaisir. Il y en avait eu autour de vous de la maladie avant? C'était votre première expérience de proche aidante auprès de quelqu'un qui vous est si cher? Tout à fait. Oui, c'est votre première perte majeure? Oui, quand j'étais jeune adulte, j'ai perdu ma marraine. J'ai un peu été là vers la fin.
J'étais bien contente de m'être impliquée. J'aurais aimé ça m'impliquer plus, mais c'est la vie. Puis, mais non, sinon, on n'a pas vécu rien une vie un peu parfaite. Pas de grosses pertes ou de gens autour de nous avec des maladies. Vous avez dit quelque chose dans le chemin du deuil à un moment donné. Je trouve ça intéressant qu'on en parle ensemble, c'est-à-dire que vous regardiez les gens vivre à un moment donné. Et moi, il y a des personnes qui me disaient dans le temps qu'on recevait le journal à la porte, les gens disaient je comprends pas, là, le monde prend le journal, lit le journal comme si la vie était... Puis c'est sûr que c'est comme ça que ça se passe, mais quand on est en deuil, on comprend presque pas ce rythme et puis ces petits gestes tout à fait normaux, mais alors que nous, j'aimais le mot « en décalage », on se sent complètement en décalage avec une vie qui bouge. Tout à fait. C'est exactement le mot « décalage ». J'allais à l'épicerie, puis c'était flagrant, là. Je voyais là, que j'étais pas sur la même planète que les gens qui sont là. J'avais vraiment de la misère à reprendre pied, on dirait. Ça a vraiment été... J'avais l'impression d'être toute seule dans mon monde, puis que personne voyait que ça l'allait pas, tu sais, que... Oui. Je pense que si on m'avait rencontré à cette époque-là, je pense pas que les gens auraient vu que ça allait pas, mais... C'est en dedans que ça se passe. Oui, c'est vraiment à l'intérieur, puis hein? C'est difficile de se sentir comme ça. C'est très difficile. Ça vous arrive de dire, quand vous voyez les gens maintenant, oh, je ne sais pas ce que cette femme ou cet homme vit. Oui, ça m'arrive. Ah, ouais. Parce que vous l'avez vu que c'est pas écrit dans le visage. Exactement, oui. Ouais. Ça me rappelle le titre du livre de M. Montbourquette, « Excusez-moi, mais je suis en deuil ». Oui. Vous avez eu quelques lectures qui vous ont aidé ou pas vraiment? Christophe Forêt. Oui? Oui. Vivre le deuil au jour le jour? Oui, exactement. Beaucoup aidant. Mais le groupe de soutien de deuil, ils m'ont intégré, ça faisait 5 semaines que Simon était décédé. Ils ont accepté de m'intégrer au groupe parce qu'habituellement, c'est plus tard un peu. Mais ça m'a extrêmement aidé de rencontrer des gens qui avaient perdu eux aussi un conjoint. Puis, tu sais, de voir que on était tous à un moment dans notre cheminement qui était différent, mais je trouvais que c'était vraiment aidant. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé. Un sentiment d'appartenance avec un groupe qui comprend intrinsèquement qu'est-ce que c'est que de perdre un être cher. Parce qu'à 40 ans, on n'a pas beaucoup de modèles autour de nous, de gens qui sont monoparentales à temps plein puis qu'ils ont perdu un conjoint. Vous ne devez pas aimer le mot « veuve ». Non? Ça me dérange pas. C'est correct? Ça me non, dérange c'est parce pas. que je vous entendais dire monoparental, puis il y avait des personnes qui me disaient « Je suis trop jeune pour m'appeler veuve ». OK. Oui. Moi, ça me dérange pas. Non. Mais non, vous êtes habitué avec les vrais mots puis la communication. Hein? Mais oui. Ouais. Ah oui. Vous envisagez la vie avec toutes les surprises qui vont venir maintenant? Est-ce que vous êtes resté inquiète? Est-ce qu'il y aura d'autres personnes autour de moi que j'aime beaucoup qui seront malades ou au contraire, vous êtes redevenue confiante et puis la vie vous réserve des choses, vous êtes ouverte? Mais malgré tout, je la trouve belle, la vie, puis j'ai toujours été ouverte. Donc oui, j'avance, puis j'ai pas juste un petit chemin comme ça. Je dis toujours que j'avance comme ça, puis je veux regarder toutes les opportunités, puis voir où la vie va m'apporter. Puis si j'ai à prendre tel chemin, où je rencontre telle personne, c'est parce que ça devait arriver, puis c'est la meilleure chose pour moi. Donc, je fais confiance à la vie. Beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui, donc on a des commentaires et une question. Donc, pour les commentaires, on a Claire-Hélène qui dit que tu es très inspirante et forte et que ça va l'aider à passer à travers cette épreuve qu'elle vit car elle a perdu son conjoint au Mexique en janvier dernier.
Et les funérailles seront dimanche le 9 mars. On a aussi, je pense que c'est votre sœur Guylaine, qui dit que tous les gens que tu vas accompagner seront tellement chanceux de t'avoir avec ta bienveillance et ton empathie. Et Amélie qui dit que ton témoignage est touchant et quel hommage au courage de votre mari. Et elle demande, y a-t-il des gestes ou des commentaires qui vous ont marqué positivement ou négativement à travers le processus de la maladie ou du deuil? Excellente question. Des gestes ou des commentaires? Oui, exactement. Gestes ou commentaires, positifs ou négatifs? Mais honnêtement, on a eu vraiment un beau parcours, je trouve. Vous n'avez pas été déçu de certains soignants ou certains amis parfois qui n'ont pas voulu être maladroits, mais qui ont été... Non, honnêtement, je dois avouer qu'on a vraiment... on a été bien épaulés par le réseau public, les neurologues à l'Institut neurologique de Montréal, l'équipe de recherche sont incroyables, l'équipe du CLSC. Vous avez trouvé que les soignants, ils sont à leur place oui, très, tout à fait. très aidants. Tout à fait. Honnêtement, non. Tu sais, c'est sûr que Simon, avec ses difficultés d'élocution, ça pouvait parfois être difficile, mais Simon, il me laissait beaucoup parler. Il savait que je dirais la bonne chose, mais il me faisait confiance. Mais on n'a pas vraiment eu de commentaires négatifs par rapport à ça. Les gens, on voyait qu'ils se questionnaient un peu plus à qu'est-ce qu'il y a, est-tu correct, es-tu malade, as-tu pris un coup? Fait que, mais les gens étaient très ouverts et généreux avec nous. Merci beaucoup. Pas trop mal à l'aise quand ils voyaient qu'il y avait une difficulté à parler. Des fois, les gens se sentent « Oh, j'espère que je vais le comprendre. J'espère que je vais deviner ce qu'il me dit. » Mais Simon, il était entêté. Donc, ça a pris du temps avant qu'il comprenne qu'on le comprenait pas. Beaucoup. Fait que mais la majorité des gens le faisaient répéter, puis éventuellement, il a compris qu'il fallait qu'il y avait avantage à utiliser un peu plus la tablette pour le comprendre, mais ça a été un drôle de moyen de communication, parce que des fois, il y avait une joke, il riait, il l'écrivait, 2 minutes après, on avait la joke que lui, il pensait. Fait que ça, il y avait un décalage. Oui, il y avait un décalage. Ça a été, ça a créé des beaux moments cocasses. C'est long? Est-ce que c'est avec une baguette? Au début, il utilisait sa main, mais c'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de force. Mais il s'est très bien débrouillé avec sa main, son doigt, jusqu'à peut-être 1 mois ou 2 avant qu'il a eu l'appareil pour écrire avec ses yeux. C'était vraiment avec son regard. C'est impressionnant, ça? Oui, c'est très impressionnant. Il écrit avec ses yeux, il regarde la lettre? Oui. Et il regarde la lettre, puis ça s'écrivait. Là. C'est sûr que c'était difficile, puis à ce moment-là, ça lui prenait extrêmement beaucoup d'énergie juste pour tenir une conversation. Ah oui. Fait que souvent, il faisait confiance à moi pour transmettre le message à travers ses yeux. Oui. Vous aviez pas de difficulté, vous, à comprendre? La majorité du temps. La majorité du temps. Oui. Mais non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Oui. Mais je dois dire, les enfants aussi ont toujours été super ouverts, l'ont jamais jugé ou regardé bizarre ou, tu sais, à la toute fin, quand on est allé au karting, tu sais, ils donnent des injections de morphine, il y a sa machine pour respirer, il y a son appareil pour manger, puis les enfants, ils gèrent ça, puis ils regardent pas si les gens autour nous regardent, là. Non, ils sont vraiment avec lui. Oui, ils sont avec lui, puis ils l'aident, puis ça, ils ont démystifié la maladie, vos enfants. Oui, j'ai trouvé ça incroyable, puis ils voulaient s'impliquer. Ma fille, dès qu'elle arrivait, elle le prenait en charge, puis elle m'a... les deux m'ont vraiment beaucoup aidé. Quand ils étaient là, c'était beaucoup plus facile pour moi. Pensez-vous qu'ils vont devenir des soignants? Ils sont petits, hein? Ils sont petits. Oui, ils sont petits, je sais pas. Peut-être. Oui. Si c'est leur chemin, pourquoi pas.
Ben, c'est ça. Ils l'expriment pas comme tel, Oui. mais ils l'ont fait, ils en ont donné des soins déjà. Hein? Oui, exactement. Mhm. Mais ils ont aimé ça Oui. de ce que je vois. Je pense que ça leur a permis de cheminer facilement avec nous. Quand vous allez au tout début à l'épicerie et que vous voyez des choses que Simon aimait, peut-être pas à la fin, il pouvait pas manger, mais du temps qu'il allait moins mal et qu'il pouvait manger, vous revoyez des choses qu'il aime, puis ça vous donne le goût de les acheter ou vous dites moi je vais acheter autre chose. Non, c'est surtout des souvenirs que je garde parce qu'ils s'entêtaient à vouloir manger certains aliments qui étaient comme vraiment là, mais il s'étouffait tout le temps. Ah oui. Donc, il les mangeait à ses risques et périls. Mais fait que ces aliments-là me font beaucoup rire, mais non, je les achète pas. Dans mais, ce sens-là. Non, mais Non. tu sais, comme son dernier repas, c'était pas mal du homard, foie gras, là. Tu sais, il mangeait pas beaucoup, mais il voulait des bonnes choses. Oui, il connaissait Oui. le bon, hein? Oui. Oui. Ah oui. Puis, les enfants ont-ils comme manifesté une peur, eux, de s'étouffer? Est-ce que ça les a marqués de voir un papa qui s'étouffe? Puis, ils ont eu une réaction avec l'alimentation? Ben, ce que j'ai fait au début, j'ai un ami qui donne des formations RCR. Il est venu à la maison donner une formation de RCR aux enfants de base avec la technique de désobstruction. Donc, mes enfants, ils se sentaient à l'aise de le faire. Puis, heureusement, ils n'ont pas eu à le faire, mais ils auraient su comment. Puis non, ça les stressait pas du tout. Même au niveau de la morphine, ils ont voulu apprendre la technique pour injecter. Ils l'ont jamais fait, mais ils se sentaient assez forts pour le faire s'il y avait besoin, parce qu'il y avait un protocole de détresse respiratoire Oui. au besoin. Fait que eux étaient prêts s'il fallait. Là. Mhm. Donc, Ouais. C'est quelque chose, hein? Oui? Juste avant, on en a une aussi Oui. à la maison. Alors, on a Hélène qui demande, est-ce que tu trouves que ce sont les épreuves qui te rendent courageuse? C'est sûr que ça m'a donné toute une leçon de courage. Je dirais que oui, mais dans ma vie, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choses où j'ai dû faire preuve de courage, puis je les ai vécues de façon positive. Donc, mais oui, effectivement, la maladie, tout ce qu'on a traversé a fait que on a de plus en... Je pense que ça l'a développé. Des forces. Oui, exactement. C'est une belle force, au final. Mhm. Oui. Oui. Merci. Et il y a une autre personne qui dit, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très touchant. Merci. Puis, on a quelqu'un ici qui aimerait. Est-ce que les enfants se sont demandé si cette maladie-là pouvait être présente chez eux également? Ben, je façon génétique? oui, je comprends que la communication était très ouverte et tout, donc j'imagine que vous leur en avez parlé, mais est-ce que ça a été une préoccupation? Il y a une petite portion dans la SLA qui peut être génétique, de ce que je connais, là. Mais Simon a passé des tests, puis ça l'était pas du tout génétique. Donc, ils savent toujours pas pourquoi cette maladie-là arrive. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas compris encore, malheureusement. Mais non, heureusement, il n'y a pas d'impact au niveau génétique. Fait que, ils comprennent que c'est un hasard de la vie, puis que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Puis, je pense pas qu'ils sont en colère ou qu'ils ont peur. Peur de, ouais, exactement. Qu'est-ce que vous diriez à une maman? En fait, j'ai remarqué à quel point d'avoir des enfants, c'est du soutien
pour traverser son deuil? On se lève pour eux. On se lève pour eux, mais en même temps, ils venaient chercher beaucoup de mon énergie. Beaucoup, beaucoup. Donc, oui, une chance que je les ai eus parce qu'effectivement, il y a plusieurs matins que je me serais pas levée, puis ça a vraiment donné une raison de vivre, d'avancer, exactement. Puis je pense que je me suis questionnée plus tôt dans ça allait être quoi, qu'est-ce qu'elle veut Audrey après tout ça, parce que ma vie sera plus jamais la même. Donc, ça m'a amené plus rapidement à essayer de me voir un peu dans le futur, qu'est-ce que je voulais maintenant là, pour mon parcours. Là. Oui. Ouais. Oui, il y a quelqu'un ici. Connaissant maintenant le parcours que tu as partagé en à peu près 1 heure, les gens que tu as touchés autour de toi, j'espère que tu es fier du parcours que tu as fait, de ce que tu es maintenant, du processus par lequel tu as passé. Puis je pense que l'objectif premier de ça, de cette rencontre, de cette conférence aujourd'hui est atteint parce que tu as partagé, tu as touché des gens, tu vas probablement aider des gens. Avoir eu le bonheur de côtoyer, de connaître Simon, il doit être très fier de toi. Merci. Oui. Oui. Est-ce que une fois, c'est-tu la première fois que vous nous offrez un témoignage comme celui-ci ce soir, dans ce contexte? Ben en fait, j'aime beaucoup écrire, ça m'aide beaucoup. J'écris des fois des mots, ça me fait du bien. Oui. Des fois, j'ai partagé avec des gens, des fois non, des fois je garde pour moi. Mais dans une... Non, c'est vrai. C'est la première fois? C'est la première fois. Comment vous vous sentez à cette heure-ci, là, avec tout ce monde qui bénéficie de vos mots? Est-ce que vous êtes satisfaite de voir que vous avez pu nous offrir et que les gens ont été tellement réceptifs et dans la gratitude? Oui, généreux. Oui. Je suis vraiment satisfaite. L'objectif est atteint. C'était de vraiment de partager l'histoire, d'inspirer des gens, puis de continuer à faire vivre Simon à travers tout ce qu'on a vécu. Puis je suis contente d'entendre les témoignages des gens. Si j'ai aidé une personne, ben mon objectif sera atteint. Là. Oui, puis vous savez, j'en ai écouté plusieurs témoignages et à chaque fois, je suis touchée. Alors, dites-vous que vous aidez les personnes endeuillées, mais vous aidez aussi les aidants, les psys, toutes les personnes qui tentent de bien accompagner une personne qui souffre. Voyez, c'est très large ce que vous pouvez offrir parce que ça nous aide à comprendre comme professionnels de la santé ou comme accompagnants ou comme bénévoles, à quel point une écoute, une présence et puis un soutien, tout ça peut faire une différence pour l'être chagriné. Tout à fait. Tu sais, je pense que mon métier, je l'ai vraiment développé, toute la bienveillance, l'empathie, c'est vraiment au contact des gens, puis chacun qui nous partageait leur histoire, les liens qu'on a pu développer avec eux, les familles qui nous ouvrent leur maison, ça nous fait grandir comme soignants à chaque fois, puis je pense que ça fait de nous des meilleurs soignants. Oui, parce que vous avez fait du soin à domicile. Oui, ouais. Également, oui. Eh oui. Oui? Est-ce que cette épreuve-là dans votre vie, ce parcours-là, avant que ça arrive, est-ce que vous pensiez que vous aviez en vous la force et les ressources pour faire face à un événement comme ça? Parce que parfois, on entend un témoignage puis on se dit « Oh mon Dieu, je ne sais pas comment qu'elle a fait. » T'sais, on sait tous que les deux mains dedans, on avance, là. Mais souvent, on va se dire, quand quelqu'un nous partage une épreuve comme ça, que je pense que dans sa situation, j'aurais pas la force et le courage. Donc, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez que vous aviez avant déjà, ou comme tout le monde, un coup qu'on est dedans, ben on avance? Moi, je dirais plutôt, je
Je pense pas que j'aurais eu tout ce courage-là. Mais effectivement, à la minute où on a le diagnostic, puis je le savais, tout ce que ça allait impliquer, je me suis dit go for it, puis j'ai dit à Simon, on va vivre ça ensemble, puis je vais tout donner, je suis capable de le faire, on va y aller ensemble, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait été aussi difficile, aussi prenant. C'est vraiment quelque chose, une grosse épreuve. Qu'on doit vivre au fur et à mesure. Tout Si à on fait. savait dans quoi, on dirait non, je peux pas. Mais une fois qu'on est dedans, on a Oui. ce courage qui vient au fur et à mesure. Une petite bouchée à la fois. À la fois. Ouais, Oui. exact. Oui. Eh bien, est-ce que ça va? Il y a une autre question? Oui, d'accord. Oui, exactement. Alors, on a une question et un commentaire. Le commentaire en premier, alors c'est Louise qui dit « Simon est sûrement très fier de vous ce soir, tant au niveau de votre témoignage que de votre accompagnement durant sa maladie et depuis son départ. » Et Carole demande « Alors, tu as vécu 2 épreuves vraiment importantes, accompagner Simon dans toutes les étapes de sa maladie et vivre le deuil à la suite de son départ. Laquelle est la plus difficile et pourquoi? » C'est toute une question, mais ce qui me vient en tête en premier, je dirais vraiment le deuil a été le plus difficile parce que la maladie, j'étais avec Simon. Fait qu'il me donnait une force incroyable. Il s'est jamais plaint, il m'a jamais dit à quel point il souffrait, j'ai jamais su. Mais le deuil, ça a été vraiment, tu sais, parce qu'on l'entend parler, là, les 4 étapes, là, OK, c'est le fun, là, mais des vivre, là, puis il faut vraiment que tu les accueilles, là, ça a été mon gros défi, là. J'ai eu 3 mois à juste me remettre de la fatigue, puis après, là, t'embarques dans ton travail de deuil. Mais il faut que tu le fasses, ce travail-là. T'as pas le choix parce qu'il va te ramener inévitablement, mais c'est extrêmement difficile. Puis ce qui a été le plus difficile, c'est pas nécessairement au début. Comme je disais, c'était vraiment la première fois que j'allais mieux, que je me sentais bien, que j'avais l'impression qu'il y a une petite flamme qui était allumée en dedans de moi. Je me disais, ça y est. Puis quelques jours après, là, pouf, tu te fais ramasser par une vague immense, puis là, tu te dis, ben voyons donc, est où cette énergie-là que j'avais? Puis tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, puis ça peut prendre des jours, des semaines avant que cette petite énergie-là revienne, puis là, quand elle revient, t'es content, puis elle repart. Fait que là, t'as peur à chaque fois que ça va mieux, t'as peur d'avancer à chaque fois. C'est ça que j'ai trouvé difficile, puis ma thérapeute, c'est vraiment elle qui m'a expliqué que ça faisait partie du deuil, mais c'est cette portion-là que j'ai trouvé le plus dur. Où t'as un pied un peu plus dans la vie, mais t'as encore un pied dans le deuil beaucoup. Merci beaucoup, c'est tout. D'accord. Oui. Alors, on a passé un temps très, très profond. On est allé dans les profondeurs. Grâce à votre parole, grâce à votre belle âme, grâce à votre vie aussi qui triomphe. Et c'est très encourageant de savoir que même si la traversée du deuil est pénible et vous le confirmez, vous nous dites aussi que l'énergie revient, que vous avez des projets, que vous aimez retourner dans ce que vous avez toujours exercé comme travail et que vous avez encore envie de donner et que les enfants vont bien. Ça fait un parcours qui nous aide à comprendre. Je vais reprendre une citation d'une collègue qui dit la perte est permanente, mais pas la souffrance. Et c'est vrai que vous nous dites que on va souffrir par moments, ça revient, ça part, et puis avec le temps,
on souffrira moins. Tout à fait. Oui. Il faut vraiment laisser le temps faire son œuvre. C'est vraiment, Oui, c'est le vraiment temps. l'important. Oui. Oui. Alors, je vous remercie au nom de nous tous et toutes et je suis ravie d'avoir fait votre connaissance et encore une fois, comme toutes les personnes l'ont exprimé ici, moi, j'ai été touchée, mais je repars avec cette confiance que vous nous donnez en la capacité de faire face et peut-être avec le temps d'être transformé même par tout ça et de dire, voyons où ce chemin va me mener, mais Dieu que vous êtes en route. Et oui. Alors merci infiniment, Audrey. Merci, ça fait plaisir.